Nous voilà repartis avec les emprunts indivis, donc suite de la leçon concernant les annuités. Et cette fois-ci, nous allons vraiment nous intéresser aux emprunts. Et pour pouvoir illustrer ça, je vais me baser sur quelque chose qui est déjà connu. C'est l'étude de la valeur actuelle. Souvenez-vous, l'idée avait été de trouver l'expression de la valeur actuelle en partant de l'idée de dépense, où vous décidiez pendant N années de dépenser toujours le même montant A, et l'idée c'était de savoir combien est-ce que vous deviez avoir sur votre compte au départ. Et partant de la première expression, en regardant ce que vous aviez sur votre compte au début et avec normalement l'accroissement des intérêts qu'elle vous apportait, vous aviez V0 multiplié par U exposant N, je rappelle U est égal à 1 plus I, mais de cela, vous deviez soustraire alors à ce moment-là, l'équivalent d'une épargne. Puisque au lieu de la mettre sur votre compte, vous la dépensiez et vous obteniez alors à ce moment-là, V0 est égal à 1 multiplié par 1 moins U exposant moins N, j'ai oublié le moins, voilà, il est placé cette fois-ci, divisé par I. L'idée de la dette et de l'emprunt va se situer de cette manière-là. Je vais simplement faire une légère modification de ces formules et vous allez voir que le résultat est assez identique. Vous faites un emprunt grand K. Alors, qu'est-ce qui va changer à ce niveau-là? Eh bien, le V0 va tout simplement devenir K. Voilà, comme ceci. Vous voyez que le passage de la valeur actuelle à la formule de l'emprunt n'a pas été très douloureux. Connaissant une formule, eh bien, on connaît l'autre. Alors, détaillons un petit peu la première expression en expliquant ce qu'elle signifie. En réalité, l'idée, c'est que vous avez emprunté un montant K et que chaque année, vous allez payer la même annuité. Alors, l'idée, c'est que quand vous avez payé toutes les annuités, eh bien, votre dette est à la fin est nulle. D'ailleurs, c'est ce que je vais noter maintenant. Donc, la dette de la dernière période, alors à ce moment-là, est nulle. Ce qui vous permet à ce moment-là de connaître la formule de l'emprunt, donc qui se retrouve en dessous, de nouveau, K est égal à 1 multiplié par 1 plus U exposant moins N divisé par I. La formule est la même. Alors, qu'est-ce qui va changer au niveau de cette expression? En réalité, c'est que, à la différence du calcul de la valeur actuelle, où c'était V0 qui était inconnu, K, vous le connaissez. Lorsque vous allez à la banque pour demander un emprunt, vous savez très bien que vous demandez d'emprunter une telle somme. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas K qui est inconnu, mais c'est A que l'on recherche. Combien allez-vous devoir payer? Donc, le calcul va devenir très simple. Si c'est A que vous cherchez, eh bien, A sera égal à K multiplié par la même fraction que vous avez donc ici, à la différence que on va mettre le dénominateur au-dessus, divisé par, cette fois-ci, le numérateur qui va se retrouver en dessous. Et voilà, en 2 temps, 3 mouvements, on a trouvé la formule de l'annuité pour un emprunt bien spécifique, en considérant bien entendu le fait qu'il s'agit d'une annuité constante. Alors je voudrais revenir à une formule un peu plus générale que nous avons également étudiée lors de la leçon précédente, où nous avions pu exprimer la valeur actuelle à partir du symbole sommatoire.
Et je vais faire différentes transformations, c'est-à-dire que V0, je vais de nouveau le changer en grand K, puisque je vais parler d'emprunt. Et alors, l'indice K, je vais aussi le changer. Je vais mettre l'indice P, parce que je vais directement parler de différentes périodes. C'est vrai que si on le désire, on pourrait très bien considérer que P désignant des périodes A représenterait une annuité tout à fait générale, à la fois pour annuel, mensuel. Bon, ce que personnellement je ne ferai pas, je continuerai à dire que A est une annuité et que grand M est une mensualité. Donc, faisons cette petite transformation. Voilà, comme ceci. Eh bien, vous voyez que, encore une fois, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Donc, si je veux développer cela, ce sera à chaque fois très facile. Ce sera égal à, si je veux faire directement la distributivité, ça va me faire A divisé par U1, où on a affaire à l'exposant. U exposant 1, bah, ça va faire U, bien entendu. À cela, je vais rajouter A divisé par U exposant 2, plus, jusqu'au dernier, plus A, le tout divisé par U exposant N. Voilà, alors si je voulais faire un schéma temporel, voilà, donc on va dire que c'est ma ligne du temps, et à cela, maintenant, je vais disposer de différentes périodes, comme ceci. On va de la période 0, c'est-à-dire donc aujourd'hui, avec toutes les périodes qui suivent, la première année, la deuxième année, etc., etc. Puis on tombe sur l'année P, ou la période P, comme vous voulez, et puis N représente la dernière année. Alors, au départ, il faut emprunter un montant K, et chaque année, il faut payer l'annuité grand A. Comme ceci, je complète totalement mon schéma, et voilà, j'ai donc le schéma complet pour l'emprunt avec des annuités constantes. Alors, une petite remarque qui va nous servir par la suite, j'ai toujours parlé d'annuités constantes. Alors si maintenant, les annuités avaient été différentes. Sur le schéma, qu'est-ce qui se serait produit? Eh bien, nous aurions eu ceci. Voilà, chaque annuité aura à ce moment-là disposé d'un indice, puisque chaque annuité aurait une valeur qui ne serait pas identique. Alors, je vais évidemment transformer la formule du dessus. Je vais commencer par la partie de droite. Vous voyez, la transformation est assez simple. À chaque U exposant P correspond à une annuité d'indice P. Donc vous avez A1 divisé par U1, plus A2 divisé par U2, plus jusque AN divisé par UN. Donc à la période P, vous auriez AP divisé par U exposant P. Alors si j'ai transformé la partie de droite, il faut que je transforme la partie de gauche également. En réalité, le A est en dehors du symbole sommatoire parce qu'elle est constante. Comme elle n'est pas constante, il faut que je la rentre dans le symbole sommatoire. Donc il faut que je fasse ceci. Voilà, première transformation, ou encore mieux, faire ceci. Et voilà, là nous avons vraiment la formule vraie, la formule générale de l'emprunt. Mais en ce qui nous concerne, nous allons continuer à parler d'annuité constante et de mensualité constante. Nous verrons qu'il faudra quand même faire l'étude d'un cas particulier parce qu'il y aura un souci qui devra être détaillé, ce sera l'étude de la toute dernière annuité que nous verrons à la fin de cette leçon.
Alors, petite parenthèse, puisque nous sommes en train de parler de l'emprunt, il faut que je vous parle de ce qu'on appelle le taux annuel effectif global, c'est-à-dire le TAEG. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il ne faut pas beaucoup se casser la tête. Eh bien, c'est tout simplement un taux d'intérêt I qui est légal. C'est un taux d'intérêt qui est fixé par la loi. Ce qui fait que si vous allez faire un emprunt pour une maison ou pour une voiture, eh bien, bon, les taux seront différents parce qu'ils sont imposés par la législation. Alors, que font les organismes financiers? Eh bien, plutôt que de se lancer dans des calculs, ils utilisent souvent des tables. Des tables à double entrée, un petit peu de ce genre-ci. Voilà, vous avez des colonnes pour les mois, vous avez des lignes pour les pourcentages. On part du principe que l'emprunt est de 1000 € et qui se trouve à l'intérieur de la table, ce sont tout simplement les mensualités correspondant au nombre de mois et au pourcentage. Donc, prenons un exemple. Supposons que je voudrais connaître la mensualité d'un emprunt de 1000 € correspondant à la valeur qui se trouve ici, c'est-à-dire que je veux emprunter 1000 €, je veux rembourser pendant 48 mois et le taux est de 10%. Et si je regarde dans la table, eh bien, je trouve indiqué 25,15 €. Alors, d'où vient ce montant? Eh bien, on va le calculer avec toutes les formules que nous avons à notre disposition. La première chose que je dois faire, c'est de faire la conversion du taux. J'ai I qui vaut 10%, c'est peut-être très bien, mais on est en train de travailler avec des mois. Donc, j'ai besoin d'utiliser la conversion du taux mensuel. Donc, voilà la formule. Rappel, je vais remplacer I par 10%, c'est-à-dire 0,1, ce qui me donne ce résultat. Je mets tout cela dans ma calculatrice et je vais obtenir comme résultat 0,79%. Notez que je fais quelque chose qui n'est pas bien. Normalement, je rappelle que si j'ai affaire à un taux mensuel, il faut 3 chiffres derrière la virgule normalement. Mais pour ce qui est de cet exemple, 2 suffiront largement. Je fais le calcul de ma mensualité. Donc, la mensualité, maintenant je connais la formule, c'est ceci. Je n'ai plus qu'à introduire toutes les données dans la formule. J'ai donc K qui vaut 1000 €. Alors, le taux, c'est 0,0079. Le tout divisé par 1 moins 1 plus 0,0079 exposant moins le nombre de mois, on avait dit 48, comme ceci. Et lorsque je fais le calcul, qu'est-ce que je trouve? 25,15 €, c'est-à-dire ce qui se trouve à l'intérieur de la table financière. C'est clair que votre banquier, il n'a peut-être pas envie de faire tous ces calculs, donc l'utilisation d'une table, c'est quand même pas trop mal. C'est ainsi que vous avez toute une série de tables financières que vous avez d'ailleurs à votre disposition. Supposons maintenant qu'en réalité, ce n'est pas 1000 € mais 25 000 € que vous voulez emprunter sous les mêmes conditions. Donc vous avez toujours I qui vaut 10%,
et c'est toujours pendant 48 mois. Mais vous avez déjà une info intéressante. Vous savez que si vous avez emprunté 1000 euros, du coup, vous allez avoir une mensualité de 25,15. Si vous voulez passer à un emprunt de 25 000 euros, que serait votre mensualité? Eh bien, il suffit d'appliquer une règle de 3, à savoir que les proportions sont identiques à 25 000 divisé par 1000 correspond la mensualité que vous recherchez divisé par 25,15. Ce que je peux écrire tout simplement, c'est que la mensualité, c'est donc la mensualité pour un montant de 1000 euros multiplié par 25 000 divisé par 1000. Notez que 25 000 divisé par 1000, ça fait 25. 25 fois 25,15, ça va vous donner donc un montant de 628,75 euros. Remarque, si vous voulez connaître du coup la perte de votre côté, bien vous avez payé 628,75 pendant 48 mois pour un emprunt de 25 000. Du coup, vous avez dû payer 5 180 euros en plus. Voilà donc toute la description pour le TAEG. Nous passons donc maintenant à la dernière partie de cette leçon et ce sera probablement la moins simple. Avant de me lancer dans ce qu'il y a de plus complexe, c'est-à-dire l'emprunt, je vais parler de l'épargne. En rappelant la petite formule, la valeur acquise, Vn, est égale à l'expression suivante. Voilà, donc pour l'instant, nous sommes en terrain connu. Alors, petit changement, supposons que, de mon côté, je veux faire une épargne pendant N années et que j'ai un objectif. L'objectif, c'est qu'au bout de N années, je finis par obtenir une valeur acquise qui vaut Vn. Donc, c'est un montant connu, c'est celui que je voudrais obtenir au bout de N années. Ce qui fait que l'expression qui se trouve au-dessus, ce n'est pas forcément l'objectif atteint, à cause des erreurs d'arrondi avec les chiffres derrière la virgule que vous pourriez avoir au niveau du calcul de l'annuité. Mais en réalité, je vais appeler cette fois-ci Vn', la partie qui est donc calculée. Comme ça veut dire que la partie calculée, c'est la partie théorique, et Vn, c'est en pratique ce que je voudrais obtenir. Alors, je voudrais savoir comment je peux obtenir Vn au total et pas Vn'. Pour cela, il suffit tout simplement que j'utilise le principe de la dernière annuité, c'est-à-dire que je considère que je vais payer la même annuité pendant toutes les périodes sauf la dernière, et la dernière, je vais compenser pour pouvoir obtenir Vn et pas Vn'.
faisons le petit calcul suivant. Ce que je peux affirmer, c'est que si je calcule Vn', je vais avoir donc l'épargne de la période précédente, comme ceci, que je dois multiplier par 1 plus i, et auquel je rajoute alors à ce moment-là la même annuité si l'annuité calculée était toujours identique, si elle ne change pas. Mais moi, de mon côté, ce que je veux, c'est obtenir Vn, c'est-à-dire que je suis d'accord de payer, enfin de placer sur mon compte à chaque fois le même montant A pendant n moins une période, mais à la fin, ce que je veux rajouter, c'est la dernière annuité qui me permet de faire en sorte de trouver le montant désiré, donc le montant de mon objectif, et pas le montant qui est calculé à partir d'une annuité constante. Donc si je veux faire le bilan, il me suffit de faire Vn moins Vn'. Du coup, je vais avoir ces parties-là et cette partie-là qui vont s'annuler. Il va me rester à n moins a. Et donc, du coup, vous voyez que ça, justement, c'est le cas le plus facile. Quelle sera donc ma dernière annuité? Eh bien, ce sera donc l'annuité calculée plus la différence qu'il y a entre le montant que je désire avoir et le montant calculé. Voilà pour le calcul de la dernière annuité dans le cas de l'épargne. J'arrive donc à l'objectif final de cette leçon, connaître la dernière annuité dans le cas d'un emprunt. Bon, là, le calcul est légèrement complexe. Je dois partir de la formule générale que je connais, à savoir que dans le cas d'une annuité constante, j'obtiens la formule suivante. Donc A est égal à la somme des A divisé par UP, où P représente toutes les périodes qui vont de 1 jusqu'à N. Je vais dire la même chose, je vais considérer que j'ai affaire ici à K', qui correspond à des annuités dont les montants tomberaient juste avec deux chiffres derrière la virgule et tous les autres chiffres seraient égaux à 0. Bon, en pratique, c'est rarement le cas. Quand vous faites le calcul de l'annuité, vous avez plein de chiffres derrière la virgule. Ça veut dire que si vous remettez l'annuité dans le nouveau calcul K', eh bien, ça ne va plus tomber juste si vous enlevez tous les chiffres derrière la virgule, excepté les deux premiers. Donc, ça veut dire que pour combler totalement l'emprunt, il faut que je fasse de nouveau le calcul de la dernière annuité qui permet de compenser ce problème. Alors, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux déjà écrire que, de nouveau, que vaut K'. C'est donc, je vais écrire quasi la même chose, c'est donc bien la somme de A divisé par UP. Je vais aller de la première période jusqu'à l'avant-dernière période. Voilà, auquel je rajoute en réalité la même chose, A divisé par UN, c'est celui de la dernière période. Donc en fait, de là à là, j'ai en réalité écrit exactement la même chose. Et l'emprunt correct, qu'est-ce que c'est?
c'est de nouveau la même chose que ce qui est écrit ici. Voilà. À cela, je dois rajouter A divisé par UN, mais la différence cette fois-ci, c'est que il s'agit de la dernière annuité et que AN n'est pas forcément égal à A. Alors, comment est-ce que je peux trouver le résultat? Je vais faire exactement la même chose que ce que j'avais fait pour l'épargne. Je fais la différence entre K et K'. Du coup, quand je fais l'un moins l'autre, une fois encore, j'ai ces deux parties qui disparaissent. Je vais obtenir, pour K, j'ai AN divisé par UN moins A, l'annuité calculée, divisé par, de nouveau, UN. Donc, vous remarquez que je peux mettre 1 sur UN en évidence devant la différence de la dernière annuité moins l'annuité calculée. Ce qui fait que si je veux connaître le résultat de la dernière annuité, ça va me donner... Alors, vous avez bien toujours la différence entre K moins K' qui sera multiplié par U exposant N, en rappelant que U exposant N, c'est 1 plus I exposant N, auquel je rajoute l'annuité calculée. Et vous voyez que la formule, s'il n'y avait pas le 1 plus I exposant N à la fin, ce serait la même formule, mais c'est bien ça qui complique un petit peu la formule, mais cette fois-ci, j'espère que vous aurez compris pourquoi. C'est qu'il faut, en plus de ça, impérativement, multiplier la différence du emprunt réel et de l'emprunt calculé, multiplié par le U exposant N, c'est-à-dire le 1 plus I exposant N, ce qui clôture cette leçon. Cependant, pour finaliser, je voudrais tout de même faire un exemple pour que ce soit bien clair. Autant, l'épargne, c'est assez intuitif, ça se comprend assez bien. Autant l'emprunt, il vaut mieux que je prenne l'exemple suivant. Je veux faire un emprunt de 20 000 euros. Alors, il me faut le temps. Je veux faire l'emprunt pendant 4 ans et le taux est à 10%. Donc, on est d'accord qu'on travaille en année et donc ce sont des annuités qu'on calcule et pas des mensualités. Donc, A vaut K multiplié par I, le tout divisé par 1 moins, entre parenthèses, 1 plus I exposant moins N. Quand je fais ce calcul, et vous allez comprendre maintenant d'où provenait le problème, ça me fait 6309, alors toute une série de chiffres derrière virgule, 41, 60, 74, etc. Et vous savez très bien que cette partie-ci, elle est totalement impayable en pratique. Donc ça veut dire que vous êtes obligé de modifier les annuités. L'annuité que vous allez payer
tous les ans, c'est 6309, j'arrondis convenablement, c'est 42 €. C'est bien, vous payez un peu plus, ça veut dire que la dernière annuité, eh bien, vous allez pouvoir payer un petit peu moins. Maintenant, vous allez remarquer que ce n'est pas particulièrement excessif comme différence de montant. Bien, donc du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est rechercher quelle aurait été la dette à devoir rembourser si l'annuité serait tombée juste avec la valeur de 6309,42. Donc, je refais la même chose, mais à l'envers. Donc, ça fait le montant, donc l'annuité, virgule 42, que je dois multiplier par 1 moins rebelote 1 plus 0, 1 exposant moins 4, le tout divisé par I, c'est-à-dire 0,1. Ça veut dire que l'emprunt calculé me donne 20 000, et bien entendu, rebelote, on a toute une série de chiffres derrière la virgule, 0, 1, 2, 4, 4, 4. Cette fois-ci, je vais conserver ce montant complet pour le calcul de l'annuité. C'est l'annuité au bout de 4 ans, donc c'est la dernière annuité, c'est la 4e période, la 4e année. La formule, c'est donc l'annuité qui a été arrondie, plus donc la différence des cas, donc on a 20 000 moins 20 000, 0,1244, etc., etc. Qu'il faut multiplier par 1 plus I exposant N. Voilà. Donc cette partie ici va être négative. Donc ça veut dire qu'il faudra payer un petit peu moins. Vous allez voir que le petit peu moins, c'est vraiment très très peu. Vous allez obtenir un montant de 6309,40 €. Ça veut dire qu'il y a seulement 2 cents en moins à payer. Voilà, fin de cette vidéo.